En général, chercher le Saint Graal, ça évoque l'image d'une vieille relique brillante cachée au fond d'un temple, tu vois. Mais dans le monde du jeu de société, ce Graal prend souvent une autre forme. Ouais, la forme d'une boîte en carton hyper poussiéreuse de l'an 2000. Exactement. Une boîte qui est devenue complètement introuvable et qui se vend aujourd'hui au prix d'une voiture d'occasion sur Internet. Et c'est précisément le sujet de notre article publié cette semaine. C'est clair. L'idée de cette analyse, c'est vraiment de comprendre pourquoi la résurrection inattendue de cette antiquité de la science-fiction, qui se transforme maintenant en une immense épopée en terre du milieu, enflamme autant la sphère ludique en ce moment. Bon, décortiquons tout ça. Pour comprendre tout cet engouement, il faut d'abord regarder le passé, en fait. Tout remonte à Star Wars The Queen's Gambit, un jeu qui a été édité il y a plus de 20 ans. L'objet physique a quasiment disparu des boutiques depuis des lustres. C'est devenu un mythe absolu pour les collectionneurs, quoi. Absolument. Et aujourd'hui, les studios Restoration Games et Space Cowboys accomplissent un vrai miracle d'édition. Ils le ressuscitent sous le titre The Lord of the Rings, The King's Gambit. Donc on abandonne les sabres laser de Naboo pour le grand final du Retour du Roi. Mais le cœur du système, lui, il reste intact. Ouais, et c'est ça qui est beau. Et ce système, c'est un véritable casse-tête à gérer. Dans notre article, j'ai vraiment cherché une façon claire de visualiser cette mécanique. Imagine un PDG d'une multinationale en pleine crise qui n'a qu'un budget extrêmement limité. Ah oui, la fameuse métaphore de la bombe. Voilà. Gérer ce jeu, c'est comme essayer de préparer un repas gastronomique pendant qu'on tente de désamorcer une bombe. Parce que ce budget serré, c'est une seule main de carte. Et avec ça, on doit gérer 4 batailles en même temps. La charge des Rohirrim, le siège de Minas Tirith, Aragorn appelle Argyr et bien sûr Frodon qui rampe vers le Mordor. C'est juste énorme. Mais ce qui est fascinant ici, c'est le fonctionnement de ce moteur asymétrique. Les deux camps ne jouent pas du tout avec les mêmes règles. Sauron a une force de frappe écrasante, des troupes quasi illimitées. Alors que les peuples libres, ils galèrent juste pour survivre. Exactement. Ils tentent de tenir assez longtemps pour qu'une seule figurine, Frodon, atteigne son but. Du coup, chaque tour impose un dilemme brutal. En choisissant quelle carte jouer, tu choisis inévitablement quel front tu vas abandonner. Est-ce qu'on sacrifie le Gondor juste pour faire avancer Frodon d'un seul misérable pas? C'est exactement ça. Et le fait que Rob Daviau, le créateur originel, soit aux manettes de cette réédition, ça garantit que cette tension cruelle reste au centre de l'expérience. Je suis vraiment impressionnée par ce choix. Mais bon, cette ambition mécanique, ça amène inévitablement un défi matériel géant. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mettre 4 plateaux et des centaines de figurines dans une seule boîte, ça coûte une fortune. Ah ça oui, c'est ce qu'on appelle un mange-table. Il te faut littéralement une table de salle à manger entière pour y jouer. Et dans notre article, j'ai quand même pas mal tiqué sur leur stratégie d'édition. Ils annoncent un Kickstarter hyper luxueux pour 2026 avec des décors géants 3D à plusieurs centaines d'euros. Suivi d'une version boutique beaucoup plus classique en 2027. Voilà. Et franchement, est-ce que c'est une brillante solution d'accessibilité ou simplement une machine à générer du FOMO, tu sais, cette fameuse peur de rater l'édition limitée? Je dirais que la question du cynisme commercial est légitime. Mais en fait, le modèle économique de l'édition aujourd'hui rend presque impossible la sortie directe en boutique d'un mastodonte pareil. Donc le Kickstarter, c'est pour amortir les coûts. Totalement. La version luxueuse permet de faire financer l'immense coût de développement, les moules des figurines, tout ça par les puristes fortunés. Et c'est ce qui subventionne la version plus abordable pour les magasins ensuite. Sinon, le jeu ne verrait jamais le jour. C'est ça. D'ailleurs, pour justifier tout cet investissement, ils ont fait un choix artistique très intelligent qu'on détaille bien dans notre article. Ils s'appuient strictement sur la licence littéraire de Tolkien et pas sur les films. Ah oui, ils esquivent la facilité de nous resservir les images de Peter Jackson qu'on voit partout. Exactement. Les premières illustrations montrent une direction artistique particulièrement sombre, presque horrifique pour les forces de Sauron. Ça lui donne une vraie identité. Oui, on s'éloigne du simple produit nostalgique. Ça devient une nouvelle œuvre à part entière. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Je crois que cette histoire, c'est la preuve fascinante que les brillantes mécaniques ne meurent jamais vraiment. Elles attendent leur heure. C'est ça. Elles patientent simplement dans l'ombre jusqu'à a trouvé l'univers parfait pour renaître. L'ingénierie survit à l'usure du temps, du moment qu'on sait la réinventer. Exactement. Mais ça m'amène à une dernière pensée pour clore cette analyse. Si aujourd'hui le marché est prêt à débourser des sommes astronomiques pour recycler des mécaniques de l'an 2000 en utilisant des licences cultes, Ouais, où est la vraie nouveauté? voilà. Est-ce que la véritable innovation dans l'industrie du divertissement réside encore dans la création de nouvelles règles ou bien uniquement dans la manipulation de notre nostalgie matérielle?